menée par Stéphane Lebras sur les fausses nouvelles, une histoire plurimillénaire. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de toutes les animations qu'on propose autour de l'exposition Fake News. Donc c'est l'exposition que vous pouvez retrouver dans le couloir juste derrière. Vous avez également le programme de toutes les animations, donc vous avez dû l'apercevoir, vous pouvez le trouver à la sortie de la salle autour des animations, donc Fake News et de l'exposition, tout ce qu'on peut proposer. Et c'est également une conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition qu'on présente également en petite salle d'exposition, donc Histoire de fausses nouvelles, qui a été réalisée par la Bibliothèque nationale de France et le CLEMI, donc le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et en effet, dans ce projet dédié aux fake news, on avait vraiment la volonté d'avoir un axe patrimoine et fausses nouvelles dans l'histoire. Donc à travers cette conférence, à travers l'exposition Histoire de fausses nouvelles, mais également, vous avez dû l'apercevoir dans l'exposition, des vitrines patrimoine. En fait, c'est un parcours dédié aux fausses informations dans l'histoire, illustré avec les collections patrimoniales de la médiathèque. Pour des raisons de conservation, ces collections sont changées tous les 3 mois et demi, donc vous aurez l'occasion de découvrir différents documents et différentes fausses informations dans l'histoire tout au long de l'exposition. Le projet Fake News bénéficie du soutien de l'État avec une subvention qu'on a obtenue auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Et puis cette conférence est en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne à travers la présence de Stéphane Lebras. Donc Stéphane, vous êtes maître de conférence en histoire à l'Université Clermont-Auvergne. Vous avez travaillé sur l'histoire des fausses nouvelles et vous avez co-dirigé l'ouvrage Fausses nouvelles, un millénaire de bruit et de rumeurs dans l'espace public. Et vous allez donc nous parler aujourd'hui des fausses nouvelles, des mécaniques de désinformation et des conséquences qu'elles peuvent avoir. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Léa. Bien, bonjour tout le monde. Léa a parfaitement résumé ce que j'allais faire durant cette heure. Avant toute chose, je voudrais la remercier pour toute l'organisation. Je voudrais remercier l'équipe également de la médiathèque pour l'invitation. Et je ne peux que vous recommander, si vous ne l'avez pas fait encore, la visite de l'exposition qui est remarquablement à la fois pensée, montée, avec des documents qui sont particulièrement intéressants. Donc moi, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'en fait, un phénomène qu'on pense souvent comme étant très contemporain, qui est celui des fake news, en réalité s'inscrit dans à la fois généalogie, une épaisseur historique beaucoup plus importante, avec, vous allez voir, des exemples tout au long de l'histoire. L'idée, ça ne va pas être de seulement vous montrer des exemples, mais aussi de vous montrer comment est-ce que ça impacte la société de manière plus ou moins profonde, plus ou moins pérenne. Donc on va avancer par différentes thématiques. La première portant sur en fait, le terme fake news. Donc c'est un mot qui aujourd'hui est devenu courant, mais qui en fait regroupe plusieurs à la fois définitions et aussi tout un registre lexical qui est particulièrement vaste avec énormément de concepts qui vont venir nourrir ce qu'on appelle la désinformation ou le contrôle de l'information à travers des thématiques diverses et variées. Donc si on demande à faire un nuage de mots, on a ce type de nuage de mots qui apparaît. Hein, vous voyez tout un tas de termes sur lesquels je reviendrai depuis les biais. Donc c'est notre manière d'aborder certains problèmes de manière biaisée, jusqu'à donc la propagande, vous voyez, qui est le terme qui est le plus évident, avec différentes formes de propagande. Vous verrez certaines qui nous apparaissent comme étant assez secondaires et quasi anecdotiques, et qui pourtant ont leur importance, et d'autres qui sont très clivantes en termes à la fois politiques et sociaux. Donc l'idée dans un premier temps, c'est essayer de recouper un petit peu toutes ces notions-là, en partant de la personne qui a popularisé le terme fake news, et en fait qui à la fois l'a popularisé et qui l'a caractérisé. C'est-à-dire que Donald Trump, dans une interview en 2017, il explique « c'est moi qui ai inventé », alors je paraphrase, il explique « c'est moi qui ai inventé le mot fake ». C'est moi qui ai inventé le mot fake news. Donc on est dans ces... Alors aujourd'hui, on y est habitué à ces extravagances, mais en 2016, en 2017, c'était un petit peu surprenant de voir un président des États-Unis expliquer qu'il avait inventé un terme que tout le monde connaissait. Et en fait, ce qu'a fait Donald Trump, c'est de, je ne vais pas dire théoriser, mais en tout cas de conceptualiser de manière empirique, c'est-à-dire
sans vraiment écrire ou y penser, mais la stigmatisation d'une partie des médias qu'il considère comme étant porteurs de fausses nouvelles. Et c'est comme ça qu'en fait est devenu ce terme à la mode, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un média qui s'opposait à lui, il disait « You are fake news », c'est-à-dire « Vous êtes fake news », c'est-à-dire « Vous êtes porteur de la désinformation ». Okay. Donc c'est un terme qu'on a commencé à beaucoup entendre à partir de 2016-2017, et nous, à l'UCA, on a monté un programme de recherche à ce moment-là. C'est-à-dire que cette question de la désinformation devenant assez centrale dans, on va dire, le champ démocratique, on a été sollicité par d'autres acteurs pour monter un colloque, et c'est comme ça qu'on a fait un livre en 2017, qui était en fait le premier livre d'histoire fait sur les fausses nouvelles. Donc on a essayé de montrer que ça existait depuis, alors nous on avait des spécialistes jusqu'à l'époque médiévale, donc on a essayé de remonter jusqu'à l'époque médiévale. Donc le terme, s'il devient populaire à partir des années 2016-2017, c'est essentiellement pour discréditer. Hein. Donc il a cette connotation qui est une connotation négative. Et surtout, il a une fausse définition. Parce que le terme fake news, il est mal traduit en français. C'est-à-dire que fake news, on va le traduire par fausse nouvelle. Okay, c'est la manière dont on va le traduire. En fait, c'est une mauvaise traduction parce que fake, en anglais, ça veut dire fabriquer. C'est-à-dire faux dans le sens de fabriquer. C'est pour ça que je vous ai mis ici deux exemples, hein, des imprimeries à Paris sous la Révolution qui vont de manière assez abondante fabriquer une presse qui va être une presse qui va viser à discréditer la royauté, qui va viser à discréditer les ennemis politiques. Et puis je vous ai mis également un des documents qu'on retrouve dans l'exposition, qui est le journal des voyages, avec un géographe, hein, un explorateur, qui explique que dans une région, je crois, d'Amérique du Sud, il y a, il y a un arbre qui est un arbre mangeur d'hommes, anthropophage. Donc c'est l'image que vous avez ici. Donc cette notion de fabrication, elle est très très importante. C'est-à-dire que ce que nous on appelle fausses nouvelles, ou du moins ce qu'on appelle communément les fausses nouvelles, nous en tant que chercheurs, on va plutôt appeler ça des nouvelles falsifiées ou des nouvelles forgées. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est importante qui est celle de la fabrication. C'est très très important parce que si on fabrique une fausse nouvelle, si on fabrique une nouvelle qui donc est faussée, ça veut dire qu'on a une intention. Et en fait, nous, en tant que chercheurs, plus que la fausse nouvelle sur laquelle on va se pencher, on va essayer de comprendre quelle est l'intention et quels sont les chemins de cette intention. Donc déjà, même si j'emploierais le terme fausse nouvelle, hein, gardez en tête cette nuance. Le deuxième aspect, c'est la grande diversité de la désinformation. La désinformation, elle peut prendre différentes formes. Depuis des articles de presse, donc là je vous en ai mis un dont vous vous souvenez très certainement, c'est Timișoara, lors de la chute de Ceausescu dans les années fin des années 1980. Vous vous souvenez du couple Ceausescu qui est arrêté. On découvre un charnier. Et on découvre un charnier, et les premiers chiffres qui sont annoncés sont plusieurs milliers de personnes. C'est-à-dire, je crois que le premier chiffre, c'est 5000 ou 3500, bref, plusieurs milliers de personnes. Et en fait, les journalistes occidentaux vont relayer cette information pour montrer le côté diabolique à la fois du couple Ceausescu et de leur régime, et le côté meurtrier, c'est-à-dire avec des gens qui sont abattus. Donc les charniers, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, ok? Donc ça renvoie en fait à tout un imaginaire qui va être mobilisé. Et en fait, les journalistes qui sont sur place, hein, je fais une petite parenthèse, quand on a fait le colloque en 2017, on a vu un journaliste de France 2 qui était sur place à ce moment-là. Et lui, en fait, son exposé, il tournait beaucoup autour de cette question-là. Et il expliquait comment est-ce qu'en fait, il s'était fait manipuler. Parce que, très vite, on va se rendre compte qu'il y a une manipulation. Donc, les journaux vont être obligés, hein, pour la plupart d'entre eux, de faire machine arrière, de s'excuser, d'expliquer comment est-ce qu'en fait, ils ont été manipulés localement par l'opposition au Ceausescu pour, en fait, discréditer le régime. Donc, on peut avoir tout à fait des articles, hein, plusieurs articles. On peut avoir des photos aussi. Au milieu, je vous ai mis une photo que vous avez peut-être déjà vue, qui est une photo qui a remporté le prix Pulitzer en 1993 et qui a été publiée dans le New York Times. Donc, prix Pulitzer, New York Times, on a véritablement deux éléments de légitimation. Or, donc, cette photo, le titre, c'est « Une petite fille affaiblie par la faim s'effondre sur le chemin d'un centre d'approvisionnement alimentaire à Ayod, au Soudan ». Donc, c'est lors d'une crise alimentaire, d'une crise de famine au Soudan, après une guerre civile. À proximité, un vautour attend.
Donc c'est une image qui veut jouer sur quoi? Qui veut jouer, comme les charniers, sur à la fois l'imaginaire et aussi sur l'affect. C'est-à-dire qu'on a une petite fille et là, et on voit que le vautour, en fait, il est en train d'attendre. En réalité, on va apprendre ensuite tout un tas de choses, et notamment que cette petite fille, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas du tout abandonnée. Et elle n'est pas du tout en train de mourir. En fait, ses parents sont juste à côté. Si je zoome, on voit qu'à sa main droite, elle a un bracelet, vous savez, comme quand on va à l'hôpital, et qu'en fait, elle est suivie médicalement, parce qu'en réalité, juste à côté, il y a un dispensaire. Et elle vient d'être suivie par le dispensaire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Peut-être en train de jouer. Okay, et en fait, le photographe, il a pris la photo au bon moment. Donc il va y avoir énormément d'attaques contre le photographe, dans un premier temps, parce qu'on lui reproche d'avoir fait quoi? D'avoir pris cette photo alors que la petite fille était peut-être en train de se faire attaquer. Et puis ensuite, il y aura des attaques quand l'information va sortir que cette petite fille qui, entre parenthèses, n'est pas une petite fille, en fait c'est un petit garçon, qui ne meurt pas du tout. C'est un petit garçon qui va mourir une vingtaine d'années plus tard d'une maladie, mais qui va vivre une vie normale pour ces pays-là, mais qui effectivement est qui semble extrêmement fragile et qui est à la merci du vautour. Là aussi, le vautour, ça joue sur notre imaginaire. Vous voyez? Donc, on peut avoir ce type de document-là. Et puis, on a un autre type de document qu'on oublie souvent, même si on sait qu'il nous manipule, c'est la publicité. Les publicités, elles jouent sur le registre de la désinformation et elles propagent de fausses informations. Et notamment ici, je vous ai mis une publicité qui date des années 50 pour un produit alimentaire qui est en fait un des premiers cacao qui a été créé dans la première moitié du XXe siècle. Et vous voyez écrit « puissant reconstituant ». Donc en fait, manger du cacao, ça vous permet d'être fort et de reconstituer vos forces. Donc vous voyez, la publicité, elle va jouer un rôle qui est un rôle très très important, qui est celui du conditionnement. C'est-à-dire que la publicité va conditionner votre cerveau. Elle va conditionner votre cerveau à quoi? À croire des choses pour ensuite acheter. Donc là, on est typiquement dans la manipulation, comme on l'est avec la photo ou comme on l'est avec la presse. Donc ça, c'est le troisième aspect de ce qu'est la désinformation ou ce que sont les fausses nouvelles, c'est la très 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 grande variété des vecteurs. Donc maintenant, après cela, on va essayer de se demander comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est le deuxième point. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et là, j'ai repris un des documents donc, que Léa m'avait transmis, où on voit en fait une novelliste au XVIIIe siècle qui est donc en train de lire des informations, et on voit qu'autour d'elle, on se parle de la bouche à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans une scène qui dépeint quoi? Qui dépeint ce qu'on appelle la rumeur. Et le principal faisceau de développement ou de diffusion des fausses nouvelles, c'est la rumeur. C'est l'information qui va passer d'une personne à une autre et qui va se transformer ou qui va se diffuser de manière plus ou moins rapide. Donc ça, c'est un document que j'aime bien parce qu'en fait, il montre que les rumeurs, les fausses informations, elles n'ont pas attendu Internet, elles n'ont pas attendu Donald Trump pour se diffuser. Des rumeurs, des fausses informations, c'est aussi pour ça qu'on parle d'une histoire plurimillénaire, il y en a toujours eu, avec une surface géographique qui peut être plus ou moins grande. On peut avoir des rumeurs de hameaux, comme on peut avoir des rumeurs dans un pays entier ou dans une société occidentale ou une société nord-américaine entière. Mais ce qui a changé aujourd'hui, je vous expliquerai, je vous montrerai pourquoi et comment, dans la manière de la diffusion, c'est la viralité. J'y reviendrai après. Mais ça a toujours existé. Et c'est très très dépendant du contexte. C'est-à-dire qu'on voit que les fausses informations, elles se développent très 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 abondamment en période de tension. Ici, vous avez deux exemples. À gauche, les estampes, les documents iconographiques qui vont circuler pour condamner Marie-Antoinette pendant la Révolution. Okay. Et donc Marie-Antoinette, ici, vous la retrouvez sur une estampe avec la duchesse de Polignac. Et vous voyez qu'elles sont en train de s'embrasser. Et il y a écrit « Je ne respire plus que pour toi, un baiser, mon bel ange ». Okay. Donc en fait, Marie-Antoinette, ici, elle est représentée comme une femme aimant une autre femme, ce qui est déconsidéré à l'époque moderne. Donc l'idée, c'est d'essayer de la discréditer. Marie-Antoinette, elle souffre déjà de tout un tas de tares. C'est une femme, elle est étrangère, et elle manipule son mari.
Donc on va essayer d'en trouver d'autres. Et l'ATA, par excellence, dans une période qui est une période très conservatrice, c'est la sexualité. Et en fait, vous allez avoir tout un tas d'estampes dans cette période qui est une période de très très forte tension politique, qui vont viser à discréditer Marie-Antoinette ou le roi, qui est souvent représenté comme étant un cochon, pour essayer de les stigmatiser. À droite, vous avez un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, donc, vous avez ce type d'article. Donc, ça s'appelle Camelote allemande, donc l'intransigeant, 17 août 1914. Je ne vais pas tout lire, hein. Et donc, il écrit « Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes et des shrapnels ». Shrapnel, c'est les obus qui explosent à hauteur d'homme. Et à l'intérieur, vous avez des petites billes. Et donc, quand l'obus explose à hauteur d'homme avec des petites billes, en fait, c'est comme si vous aviez des balles qui partaient pour toucher les soldats. Et on parle donc de l'inefficacité des projectiles des ennemis. Donc, ces shrapnels éclatent mollement en l'air, tombent en pluie de fer inoffensive, s'enfoncent dans la terre sans éclater. Le tir est mal réglé, nos piou-piou n'en parlent qu'en riant. Les piou-piou, c'est le surnom qu'on donne aux poilus. Les blessures causées ne sont pas dangereuses, et donc un de nos amis revient, elle traverse les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Okay. Bon, je vous remets dans le contexte. Là, on est dans ce qu'on appelle la bataille des frontières. Donc en gros, c'est les batailles qu'il y a en Lorraine essentiellement, pour faire simple, dans le nord-est de la France. L'armée française est en train de se faire, je suis désolé de la trivialité, défoncer. Okay, c'est-à-dire qu'elle se fait littéralement défoncer, c'est-à-dire qu'elle se fait enfoncer et elle est en pleine débandade. D'accord ? Là, on est au milieu d'août 1914. Au milieu d'août 1914, on perd à peu près 20 000 soldats par jour. 20 000 soldats, c'est moulin. Okay ? C'est-à-dire que tous les jours, vous avez un moulin de jeunes Français qui décèdent. Et dans le même temps, on a ce type d'article. Là, on est dans l'invention de ce qu'on va appeler, pendant la Première Guerre mondiale, les bobards. Vous connaissez le mot bobard ? Le mot bobard, en fait, il existe un petit peu, c'est un peu comme le mot pinard. Il existe un petit peu, on le trouve un petit peu avant la guerre, mais il va se diffuser pendant la guerre. Il va en fait être caractérisé par ce type d'article qui participe d'un autre phénomène qu'on appelle le bourrage de crâne. Okay ? Et donc on voit qu'en période d'intensité, que ce soit la Révolution ou pendant la Première Guerre mondiale, vous allez avoir des moments de très très vives désinformation. Et petite parenthèse pour votre culture générale si vous ne le savez pas, c'est à ce moment-là qu'est créé le canard enchaîné. Le canard enchaîné, en fait, il est créé pour répondre à cette logique de, à la fois contrôle de l'information et de désinformation de la part des autorités. Donc on le voit, la désinformation ou les fausses nouvelles, elles vont se diffuser de manière très active durant des périodes de crise ou de tension. Et elles vont se diffuser grâce à ce qu'on appelle des prescripteurs, c'est-à-dire des gens en qui théoriquement on devrait avoir confiance, ou en qui théoriquement on a confiance, et qui vont relayer des informations qui sont soit des informations non vérifiées, soit des informations qui sont volontairement déformées, falsifiées, fabriquées. Okay ? Donc là, je vous en ai mis deux. Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, et qui est spécialiste. Donc j'aurais pu prendre peut-être 10 exemples sur Christian Estrosi. J'ai rien contre lui, ni contre les Niçois, mais Estrosi, il est spécialiste de ce type de sortie. Donc en 2016, Nuit debout, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un mouvement citoyen à Paris, un peu de démocratie directe, c'est-à-dire des gens qui se réunissaient pour essayer de changer un peu la démocratie à Paris pendant quelques mois. Et donc, il avait dit ceci, 24 millions d'euros de dégâts place de la République, 400 000 policiers... pardon. Pardon. C'est le million dessus qui m'a... 400 policiers blessés. Okay ? Bon, en réalité, bien sûr qu'il y a eu quelques dégâts, mais ça se comptait en quelques centaines de milliers d'euros, et il y a 4 à 5 policiers qui ont été blessés en réalité durant la période. D'accord ? Donc là, on voit qu'on a un prescripteur. Prescripteur, ça veut dire quelqu'un qui influence. On pourrait parler d'influenceur, même si aujourd'hui influenceur, ça veut dire autre chose. Moi, j'aime pas trop employer le terme d'influenceur, mais on a quelqu'un qui est un prescripteur et qui en fait diffuse une mauvaise information. Et en fait, des gens vont le croire. Ils vont le croire parce qu'en fait, on lui fait confiance.
comme on fait confiance à l'autre catégorie, c'est le journaliste. Le journaliste, c'est quelqu'un à qui on a confiance et dont on va penser qu'il a vérifié ses sources. Voilà. Et donc là, je vous ai mis un exemple qui est assez récent, qui a fait un peu de bruit. J'aurais pu en prendre d'autres. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu un cas qui est très très célèbre d'un journaliste du New York Times qui, en 2003, a été obligé de démissionner parce que ses supérieurs se sont rendus compte qu'en fait, il bidonnait ses articles. Pendant 10 ans, en fait, il avait écrit des articles. C'était un des journalistes les plus réputés, les plus reconnus. Et en 2003, il est forcé de démissionner pour cette raison-là. Donc là, j'ai pris Daïko Douit, qui est un journaliste de France Info, et qui couvre en fait une manifestation de LFI. Et il dit, à l'antenne, il explique que lors de la manifestation de la France Insoumise, contre les événements en Palestine, il a été crié à plusieurs reprises « mort aux Juifs ». Et il le dit à la radio, et donc, vous savez que France Info, ils ont une chaîne télé aussi, et à la télé. Donc là, bien évidemment, il y a des gens qui étaient sur place qui expliquent que ce n'est pas vrai, donc il y a une sorte d'enquête qui est menée, et il est obligé de venir quelques jours plus tard pour expliquer qu'en fait, il s'est trompé, et qu'on lui avait transmis une fausse information, et qu'il s'est fait le relais de cette fausse information sans l'avoir recoupé. Voilà. Donc là, on a deux exemples qui sont intéressants, qui sont faits des gens, alors il y en a tout un tas d'autres, tout à l'heure je vous ai parlé des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis des plus jeunes, qui en fait là aussi vont diffuser des informations que les plus jeunes vont croire, vont absorber sans aucun filtre. Et donc c'est une question qui est fondamentale, parce que le prescripteur va être celui qui va conditionner les gens qui l'écoutent. Mais au-delà des prescripteurs, on a des concepteurs, des gens qui vont conceptualiser la désinformation. Donc ici, je vous ai mis l'un des maîtres de la désinformation en Occident, qui s'appelle donc Edward Bernays. Bernays, c'est un homme qui va inventer ce qu'on appelle les relations publiques, c'est-à-dire la manière de dominer et de contrôler l'opinion publique. Et, alors, il y a d'autres penseurs qui ont réfléchi à cette question-là, notamment en France, Gustave Le Bon. Vous avez peut-être entendu parler de Gustave Le Bon et la psychologie des foules. Mais Bernays, lui, va théoriser cela, et il va théoriser cela dans une logique qui est une logique essentiellement commerciale. Alors à l'origine, il est appelé pendant la Première Guerre mondiale par Wilson, qui est le président des États-Unis. Il est appelé pour essayer de conditionner l'opinion publique américaine en 1917, et il va œuvrer pour en fait, notamment développer cette notion de sacrifice collectif. Mais durant l'entre-deux-guerres, et surtout à partir des années 40, il va être recruté par de grandes branches de production pour faire des publicités. Et donc là, je vous en ai mis deux. À droite, les cigarettes, et à gauche, le petit déjeuner. C'est-à-dire que dans les années 40, il va développer cette idée que pour être en forme, il faut manger un petit déjeuner qui est un petit déjeuner très consistant. Okay, donc avec notamment du bacon, des pancakes, du beurre, bon, en gros beaucoup de calories. Et en fait, il est tout simplement stipendié, c'est-à-dire il est recruté et payé par l'industrie agroalimentaire. C'est eux qui, en fait, parce qu'il y a une chute à la fois des achats et des marges qui vont lui demander de relancer. Donc lui, il va avoir cette idée. Et donc, en fait, il va mettre dans l'idée des Américains que pour être en forme, il faut prendre un gros petit déjeuner. D'accord ? Et ça, en fait, ça va se diffuser dans toute la société occidentale. Encore aujourd'hui, on est persuadé que pour être en forme dans la journée, il faut prendre un gros petit déjeuner. À droite, les cigarettes. Les cigarettes, c'est encore plus éloquent. En fait, il va développer toute une théorie autour des effets bénéfiques des cigarettes. Il invente même un autre concept qu'on voit à moitié ici, même si, qui est la cigarette féministe. C'est-à-dire qu'il explique que les cigarettes sont bonnes pour les femmes, qui permettent de développer leur indépendance. Donc là, on voit les cigarettes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une femme avec de l'embonpoint, prête à plonger, une femme plutôt mince, prête à plonger, et au-dessus, il y a écrit « C'est vous dans 5 ans ». Et donc, en fait, ce sont les cigarettes Lucky Strike qui vont permettre
à cette dame de pouvoir, en fait, à la fois maigrir et être plus enfant. Et en dessous, il y a écrit, c'est écrit en tout petit, il y a écrit « c'est la protection de votre gorge, contre les irritations, contre la toux ». D'accord? Donc là, on est dans les années 50. Et donc l'industrie du tabac, en fait, va profiter de ce type de publicité pour se développer abondamment aux États-Unis. Et donc là, on est typiquement dans la manipulation. Alors, ce qui est très intéressant, pour l'anecdote, Bernays, c'est le double neveu, en fait, parce que ses parents sont des cousins qui sont mariés, c'est le neveu de Freud. Donc, très, très épris de psychanalyse, et son oncle sera en contact avec lui. Et c'est le grand-père, si je ne me trompe pas, de celui qui a inventé Netflix. Vous connaissez Netflix? C'est une plateforme de séries, de films, et qui en fait Netflix, qui est même chose, qui diffuse toute une culture, qui par certains aspects conditionne avec des stéréotypes. Okay. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? Et c'est intéressant, et je vous le dis parce que je vais en reparler. Lui, il est transparent, il est invisible en fait, mais il va utiliser les prescripteurs. Et lui, les prescripteurs qu'il va utiliser, ce sont les médecins. C'est-à-dire qu'il part d'études qui sont des études plus ou moins fiables. Ces études, il va les faire relayer par des médecins et il va les exploiter dans les publicités. Et donc dans les publicités, régulièrement, vous allez avoir 45 000 médecins américains ont dit que, ou 10 000 médecins américains ont dit que. Vous voyez, ça, on le retrouve en France aussi avec d'autres aspects. Donc là, on est dans une forme de enfin, pas d'une forme, on est dans de la manipulation avec une conceptualisation. Bernays, ensuite, il va écrire des livres. Il vit très vieux, vous voyez. Donc, je ne sais pas s'il a beaucoup fumé et beaucoup mangé de gros petits déjeuners. En tout cas, il vit très vieux. Il parle beaucoup à la fin de sa vie, il raconte beaucoup de choses. Il y a plein de choses sur Internet qui sont super intéressantes. Alors, tout cela, ça agit sur votre cerveau. Votre cerveau, il est particulièrement soumis aux fausses nouvelles. Il y est soumis de manière physiologique. Il y a des neurobiologistes qui ont mesuré, quand des gens étaient confrontés à des fausses informations, quelles étaient les parties du cerveau. Vous savez, je vous ai mis ça parce qu'en fait, vous devez le savoir, en fait, on a plusieurs cerveaux. À la fois plusieurs cerveaux physiquement, mais aussi plusieurs couches et plusieurs manières dont le cerveau va réagir. Et en fait, il y a une zone en particulier qui réagit de manière intense lorsqu'on est soumis aux fausses informations. C'est la zone de la récompense. Et donc, que montrent les études des neurobiologistes? C'est que quand on est soumis à des fausses informations, à de la désinformation, en fait, on ressent du plaisir, une forme de plaisir. Et donc, ça active chez vous ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui fait qu'on devient quelque part addict, qu'on devient accro à ce type d'information. Donc déjà, il y a un premier point qui est un point purement physiologique. Mais il y a aussi tout un tas d'aspects plus psychologisants ou socio-psychologiques, et notamment les fameux biais cognitifs. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie d'un point de vue psychologique la désinformation, on se rend compte que ce qui fonctionne dans notre cerveau, c'est surtout notre manière d'aborder les questions. Et donc là, il y a de très nombreux biais. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vous avez des biais qui sont des biais un peu de ce type-là. Donc, là, vous avez deux courbes. Vous êtes persuadé, donc les deux courbes, il y a écrit « Les publicités au cinéma ont-elles une incidence sur le nombre de décès dans la population ?» Okay. Donc, on se dit les publicités au cinéma, ce sont peut-être des publicités qui poussent à se sentir mal dans sa peau pour tout un tas de raisons. Et donc, on a en fait une courbe qui montre qu'effectivement, les décès, la courbe des décès, suit la courbe des films publicitaires. Donc là, c'est en Allemagne. Ok? Bon. Si je vous montre cette courbe-là, c'est les documentaires sont-ils responsables de l'abattage des cochons? Et donc on voit que la courbe de l'abattage des cochons, c'est exactement la même, presque, que la courbe des films documentaires. Ok? Donc ça, c'est un biais qui s'appelle le biais de corrélation illusoire. C'est-à-dire que on est persuadé d'un phénomène à l'avance et on va vous montrer un argument qui va aller dans votre sens. Okay? Ça rejoint un autre biais qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand vous allez aller chercher des informations, vous n'allez aller chercher que des informations qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Et donc, par exemple, vous allez avoir une pile de livres qui va vous dire non,
une pile de livres toute petite qui va vous dire oui, mais vous allez vous plonger dans celle qui va vous dire oui parce que ça va aller dans votre sens. Okay, et des biais comme ça, il y en a tout un tas. Je ne vais pas trop les développer là, mais c'est très bien expliqué dans tous les livres que vous avez à la médiathèque, en ligne également. Le biais de halo, le biais de détournement, de contournement, bref, il y a tout un tas de biais. Tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, il est vachement intéressant, c'est ce qu'on appelle le biais de surconfiance. C'est des gens qui en fait sont persuadés de mieux savoir que vous. Moi qui suis un petit historien, mais un peu sur les réseaux sociaux, ça m'arrive régulièrement que des gens viennent m'expliquer les sujets sur lesquels je travaille. En plus, mon vrai travail, c'est sur l'alcoolisme. Donc, vous imaginez, ça touche beaucoup de gens. Donc j'ai toujours des gens qui viennent m'expliquer les choses sur quelque chose sur lequel je travaille depuis 15 ans. Bon. Donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Bon, tout cela, c'est porté par les nouvelles technologies. Donc ce qui est certain, c'est que le rôle de la technologie, il est fondamental. C'est-à-dire que vous avez une intensité qui est de plus en plus marquée, qui est de plus en plus forte. Et en fait, ce qui change avec on va dire Internet, de manière très, très vague, et surtout les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la viralité. C'est-à-dire que désormais, la désinformation, elle va se diffuser comme un virus. Et donc, un virus, à la différence d'une rumeur, c'est impossible à contrôler. Okay, on a bien essayé avec le Covid, mais bon, il y a malgré tout eu des centaines, des milliers même de morts. Okay, donc, un virus, ça se contrôle très, très, très difficilement. Donc, c'est cette notion de viralité qui est très, très importante, avec une intensité liée à la technologie. Avec cette technologie, cette mutation technologique liée à Internet, le prescripteur, il a un rôle, mais désormais, ce qui va avoir un rôle fondamental, ça va être le poids. C'est-à-dire qu'on va être écrasé sous le poids des informations. Et des fois, on va être écrasé sous le poids du relais d'une même information. C'est pour ça qu'existe ce qui est à droite, que vous n'avez jamais vu, qui est tenu secret. Je peux l'agrandir si vous voulez. Donc ce que vous avez à droite, ça s'appelle une ferme à trolls, ou une ferme à clics. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur, en bas, qui contrôle tout un tas de terminaux. Okay, donc en fait, une personne qui va contrôler, ici on a quelques centaines, mais des fois des milliers de terminaux. Et donc grâce à ces terminaux, si ces terminaux ils ont tous une identité différente sur les réseaux sociaux, si je dis que Stéphane Lebras est le meilleur historien du monde, vous avez 10 000 identités qui vont relier cette information-là. Et moi, ça va me donner de la publicité. Vous comprenez? Donc ça, on appelle ça des fermes à clics, des fermes à trolls, des usines à clics, des usines à trolls, il y a tout un tas de définitions. Il y en a énormément en Indonésie, grosso modo en Asie du Sud-Est, un peu en Inde aussi, mais grosso modo en Asie du Sud-Est. Vous avez des complexes entiers, sur plusieurs hectares, avec des milliers de personnes qui travaillent dans les usines. Donc vous vous rendez compte, en fait, nous on est ici occidentaux, on est soumis en fait à ces complexes-là, ou à ces usines-là, à trolls, qui en fait nous submergent sous les informations. Parce qu'en fait, ils vont diffuser des informations, et les informations qu'ils souhaitent, à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, donc là j'en ai mis quelques-uns, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok. Bon. Donc c'est dramatique parce que ça a un impact, ça a tout un tas d'impacts, mais ça a beaucoup d'impact sur les jeunes aussi. Même si sur certains réseaux on se rend compte que c'est les plus de 60 ans qui relaient des informations. J'en dirai un petit mot si j'ai temps tout à l'heure. Puis ça a un impact aussi sur notre... ça a un impact aussi, tout à l'heure on verra quand j'aborderai les impacts, ça a un impact aussi sur notre démocratie. On sait que Facebook, par exemple, dans les années 2010, au milieu des années 2010, Facebook a laissé une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, a laissé une entreprise pomper toutes nos informations, enfin les informations d'à peu près 90 millions de personnes sur Facebook, a regardé ce que ces personnes faisaient sur Facebook, et ensuite a essayé de les influencer. Et on sait aujourd'hui que ça a eu une influence, de quel degré on ne sait pas, mais ça a eu une influence sur l'élection de Donald Trump, parce qu'en fait Donald Trump a payé cet organisme pour relier des informations sur Donald Trump, des informations positives bien sûr, pour essayer de convaincre les gens, et ça a eu un impact aussi, on le sait, sur le Brexit.
C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, cette manipulation des réseaux sociaux par le biais d'une entreprise qui nous a volé nos données, ça a permis l'élection, ou du moins un vote qui allait dans le sens des gens qui avaient payé pour avoir ce type de service. Donc aujourd'hui, on sait qu'à peu près, pourquoi est-ce que j'insiste sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 88-90% des fausses nouvelles, de la désinformation qui est relayée par les réseaux sociaux. Alors je vous ai montré le journaliste de France Info, quand il fait une bêtise, derrière il se rattrape. Sur les réseaux sociaux, c'est très très différent. Bon, à cela s'ajoute, toujours dans ce cadre numérique, des sites plus particuliers qui, eux, vont viser à relayer à traiter l'information d'une manière spécifique. C'est ce qu'on appelle la réinformation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme de réinformation. La réinformation, c'est un terme qui a été théorisé dans les années 2000. Donc là, en fait, vous en avez deux. Et en fait, cette réinformation, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement par le biais de sites d'informations qui sont connues, mais qu'on va essayer d'aborder par un biais qui est un biais différent que celui des médias qui sont considérés comme étant les médias mainstream. Donc en gros, Libération, ou Le Monde va aborder une manifestation par un biais. Moi, je vais l'aborder, donc si je suis à droite, ça s'appelle égalité et réconciliation, donc comme ça. Je vais essayer de l'aborder d'une manière différente. Le souci, c'est que la plupart de ces sites, pas la plupart, mais la quasi-intégralité de ces sites de réinformation, ce sont des sites d'extrême droite. Donc ils ont des lubies. Là, je vous en ai mis deux. Donc Infowars, ça a été fondé par un personnage qui ensuite deviendra un proche de Donald Trump et qui permettra de le faire élire en 2016, qui s'appelle Alex Jones. Et donc là, vous avez, vous voyez la manière dont est abordée la crise à Minneapolis. Je pense que c'est pas la peine que j'explique ce qui se passe à Minneapolis. Mais donc, alors ce qui est écrit en anglais, là, il est écrit qu'en fait des anciens soldats américains des forces spéciales expliquent qu'à Minneapolis, c'est une révolution qui est en marche. Insurgency, ça veut dire révolte, mais révolte dans le sens de révolution. Okay, donc c'est pas juste des protestes, c'est-à-dire c'est pas juste des manifestations. Quoi. Donc vous voyez, il a un biais en fait, Alex Jones là. Bon, depuis il a été condamné, Donald Trump l'a lâché, il a été condamné, bon. Mais ça n'empêche pas de continuer à faire son petit business. Et à droite, vous avez donc le site, donc, il me semble-t-il, s'appelle Égalité et Réconciliation, donc, qui a été monté par Alain Soral, qui est une des figures majeures de l'extrême droite. Je ne vous l'ai pas dit, le terme de réinformation, il a été conceptualisé et je vais dire démocratisé, c'est peut-être pas le bon terme, mais il a été diffusé par Henri de Lesquen, qui est l'un des grands penseurs de l'extrême droite française aujourd'hui. Donc là, vous avez, j'ai pris cet exemple parce que j'aime beaucoup. En fait, c'est donc une fausse information, bientôt le droit de vote pour les enfants, et qui on met en illustration? Kirikou. Parce qu'en fait, sur ce site, ils sont persuadés qu'en France, en ce moment, il y a ce qu'on appelle le grand remplacement, c'est-à-dire la population blanche est en train d'être remplacée par la population d'origine immigrée, et que si on donne le droit de vote aux enfants, bien sûr, quels sont les enfants qui vont voter? Ceux de la population qui a le plus d'enfants, c'est-à-dire les Africains. Vous voyez? Donc ça joue en fait sur des réflexes qui sont des réflexes identitaires, mais qui en fait, en réalité, pour prendre l'exemple de Soral, sont aujourd'hui très minoritaires. Sont très minoritaires, ça reste des niches, et qui surtout aujourd'hui sont dépassés par d'autres types de contrôle de l'information, beaucoup plus à la fois c'est-à-dire sournois, en tout cas dont tout le monde n'a pas toujours conscience, mais beaucoup plus puissants et qui sont très bien montrés dans l'exposition. Dans l'expo, il y a un petit panneau qui contrôle quoi dans la presse. Et aujourd'hui, en fait, on voit très bien que l'emprise de Bolloré sur la presse, ainsi que l'emprise de Stérin sur la presse, c'est-à-dire deux financiers qui sont proches d'une droite très conservatrice, pose des questions en termes de représentativité dans la presse. Donc, vous voyez, on a en fait une désinformation qui fonctionne avec différents paramètres.
Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler, là je vais répondre à la question, enfin une sorte de problématique qui revient au titre, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une histoire plurimillénaire? Parce qu'en fait on a tout un tas d'exemples qui remontent à l'Antiquité, vous allez vite voir. Donc là je vous ai mis de la licorne, parce qu'en fait la licorne c'est un animal imaginaire qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, on retrouve la licorne depuis l'Antiquité jusqu'à Marco Polo. Marco Polo, il explique qu'on fait du cuir à partir de la licorne dans un royaume indien. Donc c'est repris également au moment des grandes découvertes 2 ou 3 siècles plus tard. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le livre des propriétés des choses, de Barthélemy Langlais, c'est un livre qui est un livre de vulgarisation scientifique. Et donc on voit qu'au Moyen-Âge, dans des livres qui sont des livres de science, il y a cette question de la licorne. Donc ça va m'amener à vous parler plus tard de ce qu'on appelle la pseudo-science. Alors un des exemples qui est le plus souvent rappelé, c'est Sun Tzu dans l'art de la guerre. Donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Sun Tzu, en fait, il écrit un livre qui théorise en fait, donc, la manière de mener une guerre. Et il explique que, donc il y a 13 chapitres, dans le dernier chapitre, il explique qu'une manière de désorganiser l'ennemi, c'est de diffuser des fausses nouvelles, c'est de diffuser des faux bruits, de diffuser des fausses informations pour entraîner la discorde et pour essayer de diviser l'ennemi par donc, ce qu'il va appeler des bruits tendancieux, hein, c'est-à-dire de la fausse information. Donc là, vous voyez, on est dans une antiquité dans ce qu'on appelle la haute antiquité. Alors, on le retrouve dans la basse antiquité, notamment avec les chrétiens. Alors, pourquoi les chrétiens? Pourquoi est-ce que je vous parle des chrétiens? Parce que les chrétiens, vous savez tous qu'ils ont été persécutés. Hein, ici, vous avez dans une crypte, c'est une crypte qui a été décorée au XIXe siècle. Vous avez les martyrs de Lyon, avec Blandine, ici, là. Vous devez très certainement connaître Blandine et les lions. Donc, vous avez Blandine. Donc, les chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils sont martyrisés? Bon, pour tout un tas de raisons, notamment des questions de contexte. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. On va se prendre à la minorité parce qu'il y a des problèmes, des tensions, donc c'est facile de s'en prendre à une minorité. Mais aussi parce que les chrétiens, en fait, refusent de s'intégrer, notamment au culte impérial, refusent de s'intégrer à la société romaine de manière pleine, et aussi parce qu'ils ont des rites qui sont des rites secrets. Et parmi ces rites secrets, il y a des rites qu'on connaît tous, l'Eucharistie, et il y a une pratique aussi qui est de s'appeler frères-sœurs. Or, les Romains, qu'est-ce qu'ils voient? Que lorsqu'ils font l'Eucharistie, qu'est-ce qu'ils mangent? Le corps de Christ. Donc, cannibalisme. Quand ils sont entre frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient, ils font des enfants. Donc, inceste. D'accord? Et donc, ils vont être accusés d'être des cannibales et d'être des incestes. Et donc, l'idée, dans des périodes qui sont des fois de tension, ou de passation de pouvoir, ou lorsqu'il va y avoir au contraire besoin d'affirmer son pouvoir, on va trouver des excuses, et parmi ces excuses, il y a des fausses nouvelles pour stigmatiser une communauté qui est une communauté minoritaire. Et donc c'est la minorité qu'on va stigmatiser, la minorité qu'on va pointer du doigt, parce qu'il y a des problèmes dans l'Empire. Donc là, ici, la désinformation, elle va se construire face à une minorité que l'on ne comprend pas, et que donc, par extension, comme on ne la comprend pas, on va la rejeter. Okay? Donc, vous voyez, là, on est donc, aux alentours de... Là, on est en 177. Les attaques contre les Romains, hein, elles vont durer jusqu'à peu près le début du IVe siècle. Hein, c'est l'édit de Constantin qui met un terme en 313. Donc, on retrouve ce type lors des moments de transition, des transitions compliquées, on retrouve abondamment, je vais parler tout à l'heure de tension, les fausses nouvelles. Ici, vous avez l'empereur Barberousse, vous ne le connaissez très certainement pas. L'empereur Barberousse, il participe à la troisième croisade avec deux rois que vous connaissez, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Donc en fait, ce sont les trois grands chefs d'État qui partent en croisade. On parle de la croisade des trois... Je ne suis pas médiéviste, mais j'ai oublié le nom. Donc ils partent, j'espère que ça sera coupé au montage. Ils partent alors en 1190 donc pour la troisième croisade, et en fait ils se noient. Ils se noient en traversant un fleuve en Europe centrale, en Europe méridionale. Son corps va être enterré sur place,
Et en fait, dans le pays, il va y avoir, dès sa mort, tout un tas de légendes sur son retour. Et ça, la désinformation autour du retour, de la non-mort du leader et de son futur retour, c'est un phénomène qui est un phénomène récurrent. Hein, vous connaissez tous Napoléon. Okay, Napoléon, il meurt en 1821. Il meurt très très loin de la France. Ses cendres ne sont ramenées qu'en 1840. Mais entre 1821 et 1848, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de son neveu, il y a tout un tas de faux Napoléons déjà. C'est-à-dire des gens qui se disent « je suis Napoléon », parce que Napoléon, il meurt relativement tôt, hein, il meurt, enfin jeune, il meurt dans autour d'une cinquantaine d'années. Donc, il y a tout un tas de rumeurs autour de son potentiel retour et tout un tas de faux Napoléons. Donc, vous voyez, quand on est dans une période comme ça de transition politique, les fausses informations, elles vont être beaucoup exploitées autour d'un mythe, hein, qui est celui du sauveur et du revenant. Alors, je vais parler des communautés. Une autre communauté qui va beaucoup souffrir des fausses informations, de la désinformation, ce sont bien évidemment les Juifs. Depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, ici, je vous ai mis un exemple d'un document que vous retrouvez aussi dans l'exposition, qui est les protocoles des sages de Sion, qui en fait est un texte qui a été inventé par l'armée secrète politique, par la police secrète politique russe au début du XXe siècle, et qui va se diffuser en Europe. En gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a un plan secret des Juifs pour prendre le contrôle du monde. On est dans une période... Pourquoi est-ce que les Russes font ça? Parce que fin 19e, début 20e, en Russie, il y a un très très fort antisémitisme pour renforcer l'État, avec des pogroms, des Juifs qui sont exclus. Et donc ça va se diffuser en Europe, et on va retrouver tout un tas de publications dans les années 1920, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Vous allez avoir le Times qui va relayer le protocole des sages de Sion, avant l'année d'après de dire on s'est peut-être fait avoir, on s'excuse, mais bon, pendant un an, enfin pas pendant un an, mais en tout cas, ils vont dire que ce texte est apparu, que peut-être qu'il est authentique, et qu'il faut donc en gros se méfier des Juifs. Voilà. Ça, bien évidemment, ça va être exploité dans des périodes de tension, j'y reviens. Seconde Guerre mondiale. En 1942, à Paris, vous avez une exposition qui s'appelle « Le Juif et la France ». Et comment est représenté le Juif? Eh bien, avec des doigts crochus, et en train de s'accaparer le monde. Donc on revient à cette idée de complot contre des complots par les Juifs, essentiellement contre les Occidentaux. Donc ça va à la fois raviver et alimenter l'antisémitisme en jouant sur les stéréotypes, et là aussi en jouant sur une forme de secret, étant donné que les Juifs sont considérés comme un peuple secret, un peuple sans nation, donc il y a tout le côté informel qui interroge, et qui bien sûr va être exploité donc, par les antisémitismes de l'entre-deux-guerres. Hitler, il parle du protocole des sages de Sion, des protocoles du sage de Sion, il en parle dans Mein Kampf, en 1924-25. Bon, ça va être exploité dans d'autres contextes. Là, je vous ai mis, pour en parler très rapidement, la révolte des vignerons en France, en Languedoc en 1907. On va beaucoup jouer sur, il va y avoir tout un tas de fausses nouvelles, je ne vais pas développer là, mais il y a une des informations qui va beaucoup être diffusée et qui explique que l'armée va intervenir et va tirer sur la foule à un moment donné, c'est qu'on est persuadé que le Languedoc va faire sécession. On est en 1907, on est seulement une grosse trentaine d'années après le début de la République, et il y a tout un tas d'articles qui vont être relayés par la presse parisienne, donc d'articles d'abord locaux, puis ensuite relayés par la presse parisienne, pour expliquer que les Languedociens veulent faire sécession et que donc en fait ils veulent soit rejoindre la Catalogne pour créer un pays entre l'Espagne et la France, soit créer leur propre pays. Et donc, bien évidemment pas du tout, c'est totalement faux, et la presse parisienne va elle-même manipuler l'information, et notamment, c'est ce que vous avez à droite, lorsque le leader des vignerons, qui s'appelle Marcelin Albert, va venir à Paris rencontrer Clémenceau, et lui-même va être manipulé. Donc vous voyez, ces manipulations, elles peuvent avoir des mises en forme qui sont des mises en forme diverses et variées, avec
des champs qui sont des champs plus ou moins vastes. Hein. Les Juifs, c'est évidemment sur toute la planète, alors que là, on a un exemple qui est un exemple plus circonstancié, mais qui est très marquant. Comme vous pouvez entendre, moi je viens du Languedoc, l'épisode de 1907, il est encore très très ancré dans les mémoires collectives, et il est très très ancré avec une haine de Clémenceau, une haine des journaux de Paris, vous voyez, parce qu'en fait, quelque part, il y a eu, enfin pas quelque part, parce qu'il y a eu cette manipulation. Plus proche de nous, on retrouve des aspects qui sont des aspects, là aussi, relativement bien connus. À gauche, je vous ai mis l'affaire du pain maudit. Alors que vous ne connaissez peut-être pas, en 1951, à l'été 1951, à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, vous avez des centaines de personnes qui sont touchées par des vomissements, par des bouffées de chaleur, certains qui ont même des visions, qui se jettent de leur balcon, qui expliquent qu'ils sont en flammes. Donc, vous avez à peu près donc, 300 personnes qui sont touchées par on ne sait pas quoi, en tout cas une sorte de maladie qui se diffuse. Et dans une petite ville, je vous l'ai pas dit, Pont-Saint-Esprit, c'est à peu près 4500 habitants, donc vous avez à peu près 10% de la population, donc tout le monde a de la famille qui est touchée. Avec, vous voyez ici une image qui est une image très parlante avec ce monsieur qui semble avoir une hallucination. Hein, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de voir avec les gendarmes là, qui essaient de sortir. Bref. Donc on a des scènes qui sont des scènes quasi apocalyptiques, hein, avec des gens, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui vont être internées, et les bilans sont un peu entre 5 à 7 morts. Donc, on le voit, une crise qui est une crise intense. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de la désinformation là-dessus? Parce que, encore aujourd'hui, il y a des théories autour de l'origine du phénomène. Dès 1951, l'une des premières théories, c'est la CIA. On vient de rentrer dans l'OTAN, on a des bases américaines en France, et on sait que la CIA est en train de tester ce qui va devenir une drogue un peu plus tard, qui est le LSD. Le LSD, c'est une drogue qui vous fait avoir des... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé du LSD dans votre jeunesse. C'est une drogue qui fait avoir des hallucinations. Et donc, on est persuadé qu'il y a eu une sorte d'essai en grandeur nature avec... il y a des gens qui racontent que le jour avant, il y a des avions qui sont passés et qui auraient dispersé du LSD, d'autres qui expliquent que c'est dans l'eau. Donc il y a des fausses informations autour de ce phénomène, notamment concentré sur les Américains. En plus, c'est un étranger. Bon, bref, il y a tout un tas de stéréotypes. Bon, en réalité, ce qui est le plus probable, c'est que c'est de l'ergot de seigle. C'est en fait ce qu'on appelle l'ergotisme. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est en fait une maladie qui est très connue depuis le Moyen-Âge, qui est en fait la farine qui est de mauvaise qualité. Et cette farine de mauvaise qualité, en fait, elle entraîne des vomissements, des nausées, des douleurs gastriques et des hallucinations. Parce qu'en fait, je reviens dans mon LSD. Dans le LSD, on retrouve en partie un dérivé de l'ergot de seigle. Okay. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire le lien. Et ça a été entretenu avec de très nombreuses théories. Je vous le dis encore aujourd'hui, les historiens s'écharpent. Alors, je ne parle même pas localement. Mais encore aujourd'hui, les historiens s'écharpent. Il y a eu des actions en justice jusque dans les années 2010 pour essayer de connaître la vérité. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai mis le World Trade Center? Très très rapidement, pourquoi est-ce que j'ai mis le World Trade Center? Parce que le World Trade Center est, à mon sens, et de manière globale, le premier grand moment de diffusion de la désinformation sur Internet. Le World Trade Center, c'est 2001. C'est à ce moment-là qu'Internet commence à se démocratiser. Et en fait, très vite, après les attentats du World Trade Center, sur Internet, on va voir se diffuser des théories qui sont des théories complotistes. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, les théories les plus basiques, c'est un coup monté de la CIA, ou dans le meilleur des cas, entre guillemets, des complotistes, la CIA a laissé faire, pour des raisons qui sont des raisons d'ordre politique. Alors il y a tout un tas d'arguments que je ne vais pas développer ici, il y a des tas de sites internet. Il y a eu un livre en français par un gars qui s'appelle Thierry Messant, qui était passé chez Ardisson à l'époque,
et qui avait eu beaucoup de presse, beaucoup de publicité. Et donc il y a tout un tas de théories autour des tours. La manière dont elles s'effondrent, les tours, selon certaines personnes, ce n'est pas un effondrement qui est un effondrement naturel, c'est un effondrement qui est contrôlé. Il y a une autre tour, là vous avez les deux tours, c'est World Trade Center 1 et 2, mais vous avez une autre tour qui s'appelle World Trade Center 7, qui est juste à côté, qui s'effondre elle aussi. Or, elle, à l'intérieur, elle a des archives de la CIA, elle a des archives de je ne sais plus quel département d'État. Donc j'en pense que c'est volontairement qu'on a détruit cette tour. Okay, donc il y a tout un tas de théories du complot. Mais au-delà de ces théories-là qui ne m'intéressent pas, c'est surtout pourquoi est-ce que ça se développe à ce moment-là. C'est grâce à Internet. Internet, en fait, et c'est ça, en fait, c'est le... Internet, quand ça nous a été présenté dans les années 90, c'était un outil qui était un outil formidable pour pouvoir avoir accès à des informations, pour pouvoir mettre en commun la culture. Et en fait, ça va aussi mettre en commun des gens qui... à l'origine étaient des gars qui, en fait, ou des nanas qui étaient à des milliers de kilomètres. Sauf que Internet va mettre en commun toutes ces personnes qui, jusque-là, étaient... en fait, faisaient rire tout le monde au comptoir des bars. Ok. Donc, en fait, le complotisme aux États-Unis est très, très important. Hein. Et pourquoi? Je fais là aussi une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne aux États-Unis? Parce que vous avez des moments dans l'histoire des États-Unis qui sont problématiques. Hein. J'en prends juste un que tout le monde connaît, l'assassinat de Kennedy. Hein, l'assassinat de Kennedy, il n'y a plus aucune personne qui a travaillé sur l'assassinat de Kennedy qui pense que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Hein. Que Lee Harvey Oswald a potentiellement participé, c'est possible, mais qu'il ait pu le tuer en tirant comme il a tiré, ça a été démontré que ce n'était pas possible matériellement. Donc les Américains, ils vivent avec ces théories complotistes depuis les années 60 qui donc vont se réactiver à certains moments, et à ce moment-là, en 2001, on pourrait parler aujourd'hui de tout un tas de théories complotistes autour des... quand Trump a été... Trump, quand on lui a tiré dans l'oreille, quand Charlie Kirk a été assassiné, bon, il y a tout un tas de... jusqu'à aujourd'hui. Alors quels sont ces impacts? Bon, mais ces impacts, ils sont multiples et variés. Donc là, vous avez une dame tout en haut qui dit quelque chose. On voit que c'est une rumeur, et on voit que ça lui retombe dessus, en fait. Le mec en bas, il attend ça, il lui dit... Ok? Donc ça, circulation de l'information avec sa déformation, retour à l'envoyeur. Alors, ces impacts, ils peuvent être quelque part, j'allais dire anecdotiques, même si ce n'est pas exactement anecdotique, mais ici, vous avez un exemple. Alors moi, là, je me fais plaisir. C'est mon travail de chercheur, actuellement, il est exactement sur ça. C'est-à-dire comment est-ce que les boissons alcoolisées ont manipulé l'information, okay, pour nous faire croire des choses. Donc là, vous avez deux types de boissons qui sont créés à la fin des années 1990, que vous connaissez peut-être, Saint-Raphaël et Dubonnet, qui étaient deux grands apéritifs jusqu'aux années 60-70, et qui jouent en fait sur le registre médical. Si vous lisez, le quinquina Dubonnet, c'est un vin tonique et apéritif. Je vous le lis parce que je pense qu'il est trop petit. Merveilleux reconstituant, le goût délicieux, Il est recommandé pour tonifier les organes digestifs et comme un excellent spécifique, c'est-à-dire une panacée, donc un excellent spécifique contre le manque d'appétit, la faiblesse et l'anémie. Okay, donc ça, on joue là-dessus. En fait, ces marques, elles vont en fait récupérer un discours qui est un discours médical autour du vin, autour du quinquina, qui est un arbre d'Amérique du Sud, pour développer ce discours commercial. Saint-Raphaël, j'aime beaucoup cette phrase, un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. Donc il joue là-dessus, il joue sur ces aspects-là. Et donc là, ça va diffuser tout un tas de croyances qu'on retrouve également avec le vin. Alors que le vin a pendant très longtemps été considéré comme étant une boisson fortifiante. Et ici, ce que vous avez, le vin rend fort, buvons du vin, c'est une affiche qui est diffusée par la Ligue nationale de propagande pour le vin. Et donc je vous ai montré la Ligue nationale de propagande pour le vin qui est rattachée, en partie à de grands organismes viticoles. Et donc qui explique, qui fait en fait dans un bulletin syndical en 1931 un concours. Donc il faut voter pour la meilleure maxime. Celle qui gagne, c'est un bon verre de vin, ôte un écu au médecin. Donc en fait, le vin remplace la visite chez le médecin. Bon, donc on pourrait se dire, c'est à la fois anecdotique, quasi loufoque, mais aujourd'hui on sait que si vous consommez une quantité même modeste de vin tous les jours,
ben, ça a un impact sur votre santé. Et que contrairement à ce qui était expliqué là, ben, ça ne vous rend pas plus fort. Donc, vous voyez, ça a un impact sur nos manières d'acheter, nos manières de consommer, mais ça va avoir aussi un impact sur notre santé. Je voudrais prendre un autre exemple, c'est le sucre, toujours pour rester dans l'alimentation. Dans les années 1950, va être créé un organisme qui s'appelle le CEDUS, et ce CEDUS, il va viser à pousser à la consommation de sucre. Il va pousser à la consommation de sucre, notamment en faisant des guides, comme vous l'avez ici, avec écrit donc la femme moderne ne se contente pas de pester contre la vie chère, elle dépense avec intelligence pour que chez elle, on vive mieux à budget égal. Ça s'appelle le guide de Madame à la page. Nulle part il est marqué que c'est du sucre. À l'intérieur, toutes les recettes sont liées au sucre. Okay? Parce qu'à cette époque-là, en France, on consomme beaucoup moins de sucre qu'aux États-Unis, qui est le modèle, même en Grande-Bretagne, et donc on veut pousser à la consommation de sucre. Quand on passe dans une société qui est une société saccharophobe, c'est-à-dire qui se méfie du sucre parce que le sucre ça donne des caries, parce que le sucre ça fait grossir, parce que le sucre c'est cela, eh bien le CEDUS va transformer sa stratégie, ne va plus essayer de conditionner les femmes ménagères, ne va plus essayer de conditionner les enfants, je ne vous ai pas dit mais il y a aussi toute une infiltration auprès de l'éducation nationale, mais va essayer de développer des stratégies qui vont être des stratégies de conditionnement de l'ensemble de la population. Et là, c'est la semaine du goût. Peut-être que vous connaissez la semaine du goût, et beaucoup de gens connaissent la semaine du goût. Personne ne sait que ça a été inventé par le lobby du sucre. D'accord ? Et ce qui est problématique en termes de santé publique, parce qu'aujourd'hui on sait quels sont les dangers d'une consommation de sucre trop abondante, et surtout de sucre industriel, c'est que, regardez cette assiette publicitaire qui date du tout début de la semaine du sucre, la semaine du goût, lapsus, c'est présenté par le sucre en collaboration avec l'éducation nationale. Et donc ce sont les enfants en fait, parce que tout à l'heure je vous ai parlé des prescripteurs. Et aujourd'hui, la sociologie de l'alimentation, elle montre que les premiers prescripteurs dans une famille, en termes d'alimentation, c'est qui ? Ce sont les enfants. Les petits, en fait, ils poussent les parents à acheter les produits par les publicités, par aussi ce qu'ils entendent à l'école, tout ça. Donc ça me fait arriver à un autre aspect qui est celui de ce qu'on appelle la pseudoscience. En fait, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est basé sur une manière de présenter les choses qui se veut scientifique. Donc à gauche, je vous ai mis deux documents que vous avez ici. Tout ce qui concerne l'astrologie. L'astrologie, c'est une pseudoscience qui est basée sur des réflexes ou des discours qui se veulent scientifiques. Et je vous ai mis aussi les cours de phrénologie. Phrénologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des crânes. C'est-à-dire qu'à partir des crânes, on va savoir qui vous êtes. Okay ? Et ça va être poussé à un extrême par un Italien à la fin du 19e siècle qui s'appelle Lambordo, bon je ne me souviens plus, et qui lui va développer ce qu'on appelle la crânologie, et il va développer le concept de criminel né. C'est-à-dire que selon la forme de votre tête, vous aurez plus ou moins de tendance à être criminel. Bon, aujourd'hui ça nous fait sourire. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, cet Italien, il est tellement suivi que ça va faire que des gens vont être, si ce n'est condamnés, en tout cas arrêtés parce qu'ils auront une tête avec une forme bizarre ou une tête bizarre. Okay ? C'est Lombroso, comme Daniela. Donc, vous voyez, cette pseudoscience, elle est importante parce que, du coup, elle va matiner, en fait. Elle va matiner les comportements et on la retrouve encore aujourd'hui. On pourrait se dire, vous voyez, moi, donc j'ai travaillé sur le vin. Et donc, comment est-ce que la pseudoscience, en fait, matine des discours à la fois commerciaux et la question qu'on me pose parfois, c'est comment est-ce que c'est possible que, encore aujourd'hui, on puisse croire que la bière, ça désaltère et que c'est bon pour le sportif, par exemple, pour prendre un autre exemple que le vin, ou que le vin est reconstituant. Donc, en fait, on peut croire que parce que la science avance, la pseudoscience recule, mais en fait, pas du tout. Et on l'a très bien vu avec le coronavirus. Je ne sais pas vous, mais moi, la première semaine du coronavirus, j'ai reçu un mail qui ressemble exactement à ce que je vous ai mis à gauche, là, un traitement efficace grâce à du vinaigre contre le coronavirus. Alors, aujourd'hui, ça nous fait sourire.
mais dans la première semaine, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont cru. Et moi, la personne qui me l'avait envoyé, c'était une ex-collègue à moi, prof de biologie, de SVT. D'accord? Et souvenez-vous, pour revenir à notre ami Donald Trump, Donald Trump, il avait expliqué qu'il fallait boire de la javel. D'accord? Bon, celui qui aurait dû en boire, mais bon. Je ne veux pas faire de politique. Et le problème, je peux prendre encore un peu de temps, c'est bon. Le problème, c'est que ça va être ces informations, sous des formes scientifiques, qui se veulent scientifiques, elles sont diffusées par des prescripteurs. Et là, vous avez Didier Raoult. Didier Raoult, grand, éminent, attention, parce qu'on s'est beaucoup moqué de lui, parce qu'il est marseillais, il a un accent, il a les cheveux, machin, éminent microbiologiste, mais qui ne connaît rien du tout au virus. Microbiologie, c'est pas l'épidémiologie, c'est pas... Vous voyez ce que vous dites, hein? Et donc, il sort de son champ de compétences, parce qu'il pense apporter une solution, parce qu'en fait, derrière, il y a des enjeux qui sont des enjeux de carrière, qui sont des enjeux quasi politiques. D'accord? Oui, quand je dis politique, c'est financier en fait pour son institut. D'accord? Bon, c'est pas le seul, hein. Dans les années 90. Alors, Raoult, on a du mal encore, il a été condamné à une petite reprise et tout ça. On ne sait pas trop exactement jusqu'à quel point il a été scientifique, on va dire. Comme je suis filmé, je vais dire scientifique. Ok? Mais dans les années 90, vous avez un scientifique comme Raoult américain qui s'appelle Wakefield, qui va faire un article dans la revue Science ou Nature, je ne me souviens plus, donc une des plus grandes revues scientifiques au monde, et qui va expliquer qu'il y a un lien entre l'autisme et le vaccin contre la rougeole, le vaccin Rohr. Voilà. Et en fait, bon, énorme succès, invité partout, et quelques années après, les biologistes vont s'intéresser à son étude et vont montrer que l'étude a été complètement bidonnée. Mais le problème, c'est que une fois que l'information est passée, on s'en rend compte, c'est beaucoup plus dur de faire comprendre que finalement, et là vous êtes tous d'accord avec moi pour ça, et pourtant tout à l'heure quand je vous ai dit que le vin c'était pas spécialement bon pour la santé, vous avez dit oh il exagère un petit peu, je suis sûr, certains d'entre vous. Et donc vous voyez, c'est difficile en fait de contrer les idées quand les idées sont ancrées. Et donc Wakefield qui est passé partout, qui a ancré l'idée que l'autisme c'était lié au vaccin Rohr, les scientifiques qui sont arrivés derrière, ils ont eu du mal, même si Nature a retiré l'article, Wakefield a été condamné, il continue à être invité, il y a encore quelques années, il a été invité au Parlement européen par une députée française. Donc vous voyez, ça a des impacts sur notre santé. Ça a aussi des impacts sur notre vie politique, ou du moins notre vie collective. À gauche, la dépêche d'Ems. La dépêche d'Ems, elle entraîne quoi? La guerre de 1870. Okay, qui va nous faire perdre l'Alsace-Lorraine, qui va faire que les Prussiens vont occuper la France jusqu'en 1873, c'est-à-dire pendant 3 ans, en faisant vivre des années terribles à peu près un tiers de la France. Et en fait, cette dépêche, c'est une manipulation du chef de l'État de l'époque qui s'appelle Bismarck, qui en fait va manipuler l'opinion publique française et l'opinion publique allemande. Et ça va entraîner la guerre dans un contexte qui est un contexte de tension entre les deux pays. Un autre exemple beaucoup plus proche de nous, que vous connaissez tous, c'est Colin Powell. Ce pauvre Colin Powell qui est forcé devant, je dis pauvre parce qu'ensuite il a expliqué qu'il avait été forcé, que c'était alors il aurait pu démissionner, mais que par sens de l'État, bref, il a regretté. Mais qui explique qu'ils ont la preuve que Saddam Hussein, et donc il vient avec cette là, en plus, la scène elle est extrêmement parlante, parce qu'il vient avec la preuve. Bon, après il expliquera qu'il n'y avait rien du tout, que c'était de la poudre en fait. Parce que si c'était vraiment une arme de destruction massive, il ne se baladerait pas avec comme ça, en le tenant comme ça. Mais pourtant ça a marché. Ça a marché, c'est-à-dire qu'il a été suivi par des dizaines de pays. Il a entraîné des milliers de morts avec ce mensonge. D'accord? Donc vous voyez, ça a des impacts collectifs, la désinformation, lorsque bien sûr ça a trait à la guerre. Et puis ça fracture la société. Là je vous ai mis 2 exemples très récents. À gauche, le pacte de Marrakech, qui est un pacte qui est voté à l'ONU et qui en fait est un pacte qui très simplement, déjà qui est non contraignant, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'appliquer, ou du moins on peut l'appliquer à moitié, bref, c'est un pacte non contraignant,
donc voté à l'ONU, et qui vise à encadrer l'immigration. Parce que, en 2018, il y a ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est là avec ces bateaux qui s'échouent, les enfants, les gens qu'on retrouve morts dans la mer, Méditerranée, bon, ok. Donc on va essayer d'encadrer l'immigration. Ben, ça va être exploité par une partie de l'extrême droite européenne, en expliquant que ce pacte, en fait, donc, parce que personne n'est allé lire, est allé voir ce qu'était le pacte. Personne. Donc, il est plus facile, tout à l'heure je vous parlais du cerveau, le cerveau, les neurobiologistes, ils montrent que le cerveau aime la facilité. C'est beaucoup plus facile de croire une affiche qui, si vous avez cette sensibilité-là, va dans le sens de vos présupposés et de vos opinions. C'est plus facile de croire une affiche que d'aller lire un texte de l'ONU, barbant, ok. Donc voilà. Donc là, l'extrême droite va exploiter ce pacte pour expliquer que c'est la mise en œuvre de l'immigration massive dans le cadre, je vous en avais parlé, enfin non, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je l'en ai dit un petit mot tout à l'heure, dans le cadre de ce qu'on appelle le grand remplacement, qui est une théorie qui là aussi s'est beaucoup diffusée sur Internet à partir des années 2000 autour d'un penseur, un troisième penseur de l'extrême droite française qui s'appelle Renaud Camus, qui théorise en fait cette notion de grand remplacement. Et puis, les fausses nouvelles ont été aussi beaucoup exploitées par tous les camps lors du mouvement des Gilets jaunes, notamment avec des nombreux relais sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, c'est un post Facebook qui explique que ces voitures n'ont pas de plaque. Les voitures n'ont pas de plaque minéralogique. Donc, comme elles n'ont pas de plaque minéralogique, c'est très certainement des voitures qui ont été sorties de garages qui appartiennent à l'État, qui ont été mis là, qui ont été cassés pour montrer la violence des Gilets jaunes. Et on associe ça à une photo de Castaner, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, qui est au téléphone et qui rigole. Vous voyez? Donc en fait, on essaie de jouer, je vous en ai parlé tout à l'heure, on essaie de jouer sur les affects, parce que en fait, ça parle en fait à l'intérieur de nous et de notre cerveau. Donc c'est très important. Bon, bien évidemment, là aussi, ça joue sur un imaginaire collectif, qui est celui de l'agent provocateur. L'agent provocateur, c'est au milieu d'une manifestation ou au milieu d'un groupe, c'est un policier ou un gendarme qui est infiltré et qui va provoquer. Et ça, en fait, ça a beaucoup existé chez les anarchistes à la fin du 19e et au début du 20e. Et donc, c'est resté dans l'imaginaire collectif, même si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est resté dans l'imaginaire collectif que parfois, il y a des flics qui sont au milieu des manifestations et qui provoquent un peu sans qu'on sache que ce sont des flics, et c'est eux qui vont attiser la flamme et mettre l'étincelle sur le feu sur l'huile qui. Enfin, bon, bref, vous avez compris. C'est le pompier pyromane. Voilà, le pompier pyromane. Je me suis perdu dans mon. Donc voilà, et ça joue, je le répète, c'est important que vous compreniez ça joue vraiment sur tout ce qui est émotion. Ok? Parce que là, on aurait pu se passer de la photo de Castaner. Mais on le met en train de sourire, en train de rigoler. Castaner, à cette époque-là, il était détesté. Il y avait tout un tas de désinformations autour de lui, autour de sa vie privée. Alors, pour terminer et conclure, comment est-ce qu'on peut lutter contre les fausses nouvelles? Déjà, il y a la loi. Pendant longtemps, on ne l'a pas su. On le sait aujourd'hui parce qu'en 2018, il y a eu une loi qui est passée, qui a fait un peu de brouhaha, donc autour de la manipulation de l'information. Mais en réalité, il existe une loi depuis 1881. 1881. Pourquoi? Parce que dans les années 1860 et 70, vous avez un grand développement de la presse. Et donc, face à ce développement de la presse et des titres de presse qui se multiplient, notamment toute la presse à un sou, là, le petit journal, le petit Parisien, le Matin, donc, qui sont des journaux diffusés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à cette époque-là, on va vouloir un petit peu contrôler les informations. Et donc, dans la loi de 1881, il y a donc publication, reproduction des fausses nouvelles, des nouvelles fausses, pardon, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, attribuées à des tiers, sera puni d'un emprisonnement. Okay? Et tout en bas, c'est ce qui pose problème, ce qui fait que la loi ne sera quasiment jamais appliquée en réalité, c'est qu'il faut faire preuve de mauvaise foi. Et c'est difficile à arriver à quantifier. Donc ce qui explique que cette loi de 1881, en tout cas pour ce qui concerne les fausses nouvelles, elle sera quasiment jamais exploitée et appliquée. Lors d'une conférence, il y avait un collègue de droite qui était venu, qui avait montré que, en fait, c'était, je ne me souviens plus, entre 1881 et 2018, c'était au moment où ils étaient en train de débattre de la loi qui allait arriver, elle avait été appliquée moins d'une dizaine de fois.
Okay, donc c'est quasiment pas. Mais la loi existe, donc on peut lutter par la loi. On peut lutter également avec des outils. Donc vous avez tout un tas d'outils, notamment en ligne, et avec des obédiences politiques, des orientations politiques diverses et variées, qui vous permettent d'essayer de décrypter les informations. Parce que eux, ce sont des journalistes ou des acteurs de la vie civile, vont essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se poser des questions, ou du moins quel type de questions est-ce qu'il faut se poser face à telle information, ou d'où vient telle information. Alors aujourd'hui c'est très problématique, hein, avec l'intelligence artificielle. C'est extrêmement problématique, hein, ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire la manière dont on va travestir les images, notamment les images animées, ça pose de vrais problèmes. Et puis, la dernière arme, c'est, je dirais, de s'informer, de s'armer intellectuellement, se poser des bonnes questions. Quand je fais ces types d'interventions devant des ados, j'aime bien montrer le document d'en haut à droite, je leur dis voilà, il faut se poser des questions, mais pas trop. Parce que si vous vous posez trop de questions, c'est là que l'équilibre est difficile. Si vous vous posez trop de questions, on peut se mettre à douter de tout. Et à ce moment-là, on bascule dans, je n'ai pas employé le terme, on bascule dans ce qu'on appelle le complotisme. C'est-à-dire, on croit qu'il y a un grand complot autour de nous. Donc, se poser malgré tout des questions, et notamment essayer de croiser l'éducation, bien sûr, qui est fondamentale. Les livres, hein, ici, vous avez tout un tas de livres, et notamment, vous en avez un, j'ai vu d'ailleurs de David Colomb, qui est le spécialiste en France. Alors, il a commencé à travailler après nous, mais malgré tout, on s'est beaucoup rencontrés au tout début, et il est devenu depuis le grand spécialiste de ces questions de la manipulation de masse. Et donc David Colomb, il a fait tout un tas d'ouvrages qui sont géniaux, et notamment celui sur les maîtres de la manipulation, où il montre comment des personnalités vont contrôler l'information, ou vont viser à contrôler une partie de l'opinion publique à un moment donné de leur vie. Et puis il existe des outils, si vous avez des petits-enfants, ou des enfants, des ados, vous pouvez les renvoyer vers cet ouvrage qui en fait est en ligne, c'est un ouvrage numérique qui s'appelle Mon cerveau abonné aux fake news, et dedans en fait vous avez tout un tas de je crois qu'il y a 10 chapitres qui portent notamment sur les biais, et notamment ce qu'est le biais de confirmation, et avec des illustrations, des exemples très précis. Voilà, c'est extrêmement bien fait. Donc pour conclure, la lutte elle est compliquée. La lutte elle est difficile parce que c'est un peu comme les policiers avec la drogue, ou les policiers avec la contrebande. En fait, on est toujours avec un train de retard. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, par exemple, les chercheurs, quand on va intervenir, on va apporter des nuances, mais on a besoin de temps pour dérouler notre explication, pour montrer comment. Alors que les fausses informations, elles jouent, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup sur vos émotions, elles jouent beaucoup sur l'immédiateté. Et or, c'est une immédiateté qui est durable et qui est pérenne. Alors que, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour essayer de. Mais le problème, c'est qu'on est confronté à une masse qui est telle que ça reste extrêmement difficile. Malgré tout, je pense que je le vois dans mes interventions auprès de lycéens quand j'en fais, malgré tout, par rapport à il y a 5, 6, 7, 8 ans, les choses ont évolué, ont avancé. On le voit ici avec l'expo, qui j'espère va voyager. Ça permet d'avoir des outils qui permettent au moins de se poser des questions. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Excusez-moi, j'aurais bien une petite question. Oui, je pense que... Oui, je préciserai le micro. On a un petit temps de questions, donc si vous voulez, vous pouvez. Oui, par rapport à l'IA, comment on peut décoder certaines choses et certaines manipulations? Moi, je pense que, malheureusement, qu'on est là, une période qui est une période un peu charnière, où on va avoir une génération un peu sacrifiée. C'est-à-dire qu'on va subir les affres de l'IA sans savoir véritablement comment lutter. Je pense qu'à un moment donné, ce sera très certainement la loi qui va imposer aux gens qui utilisent l'IA d'avoir soit un sceau, soit d'avoir écrit quelque part l'utilisation de l'IA. Après, quand on est attentif, on arrive à voir. Le problème, c'est que
ça vient de tous les côtés. Vous voyez, ça vient de tous les côtés. Je vous donne un exemple. C'est Minneapolis en ce moment. Ce qui se passe à Minneapolis. On voit énormément de vidéos qui sont des vidéos trafiquées de gens qui sont, on va dire, MAGA, pro-Trump, mais aussi anti-Trump. Donc, je pense à un exemple là de policier de ICE, là, le ICE, vous savez, c'est le fameux, j'imagine que vous savez ce que c'est. Donc on voit des policiers de ICE qui sont en train de courir et qui sont poursuivis par des vikings. Et on a l'impression que ce sont des Américains qui se sont déguisés en vikings, et quand on fait bien attention, on voit en fait que, sincèrement, c'est super, j'aurais dû le mettre, c'est super hyper réaliste. Et quand on regarde, on voit qu'en fait, les vikings, ils sont tous différents, mais ils courent tous avec les bras qui font le même mouvement. Mais il faut être attentif quand même. Si on n'est pas attentif, moi si c'est ma maman, qui regarde sur son téléphone le matin, elle croit qu'il y a vraiment des Américains qui se sont déguisés en vikings et qui font peur aux mecs de la fin, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est très problématique. Je pense que sur tout un tas d'aspects, on est dans une période qui est une période de transition. On a du mal à l'admettre parce que nous, notre vie, elle est sur une autre temporalité, mais en fait, le numérique est une révolution, comme l'imprimerie l'a été au Moyen-Âge, et on est encore dans une étape de découverte de cette révolution. Même si on a l'impression que oui, c'était il y a 30, 40, plus de 30 ans qu'on a commencé à expérimenter Internet, mais malgré tout, on est dans une période qui est une période à la fois d'appropriation, vous voyez, moi à l'université, je vois très bien que les étudiants, certains qui tapent sur ordinateur, d'autres qui sont à l'écrit. Bon, on est dans une espèce d'entre-deux. Donc ce qui va permettre d'avancer, c'est l'éducation, mais aussi la manière dont à la fois l'État ou la loi va encadrer certaines des pratiques. Parce que ça a un impact, ça je n'en ai pas trop parlé, mais ça a un impact délétère sur les jeunes. Je n'ai pas du tout parlé ici des réseaux sociaux et notamment de l'impact sur l'image de soi, mais on a des générations là de jeunes ados et jeunes adultes qui sont particulièrement touchés par une très forte détérioration de leur image de soi à cause des réseaux sociaux. Moi je travaille sur l'alimentation, beaucoup sur l'alimentation, donc j'ai beaucoup travaillé sur les dérives de l'alimentation. Quand on rencontre des psychiatres ou des psychologues autour des troubles alimentaires, ils expliquent que les troubles alimentaires chez les jeunes filles ont augmenté de 30 à 40% ces 4-5 dernières années. C'est en grande partie lié aux réseaux sociaux, qui en fait diffusent tout un tas de fausses informations, à la fois de fausses informations imagées, parce que tout est trafiqué, mais aussi de fausses informations factuelles sur comment perdre du poids, comment maigrir, comment être comme ci, comment être comme ça. Et chez les garçons, c'est comment avoir des abdos comme ci, comment avoir des pecs comme ça, comment... C'est très problématique en termes de psychologie collective, et notamment de cette question de l'image de soi. Oui. 2-3 réflexions qui appellent réponse. Première, vous avez parlé d'informations fabriquées ou de fausses nouvelles. Oui. Et vous avez tellement parlé de manipulation qu'on pourrait peut-être dire information manipulée, qui sera encore plus suggestif. Vous voulez que je réponde de suite là Ou les trois. Quand vous voulez. Je vous laisse le choix. Non, c'est vous. Bon, mais je vais dire la deuxième là. Après, on parle de biais, comme si on s'y prenait mal pour assimiler l'information. Mais il y a aussi celle qu'on a envie d'entendre. Oui. Donc, c'est pas un biais là, c'est une volonté délibérée. Non, c'est une volonté délibérée de croire autre chose. Et donc de croire tout ce qui va dans ce sens-là. Puis ça peut aussi se télescoper avec quelque chose. Maladroitement, on a cru une information qui est fausse. On a du mal à manger son chapeau. Oui, bien sûr. Un des points importants sur lesquels vous avez insisté d'ailleurs, c'est la formation de l'esprit critique. Mais c'est pas si simple que ça. On ne peut pas tout critiquer, il faut aussi faire confiance à un minimum de choses, mais à bon escient. Et c'est pas simple que ça. Dans tous les pays, on en parle. Chez nous, on le met en avant dans le système éducatif, mais on n'y arrive pas mieux que les autres. Hein. C'est assez compliqué. Et enfin, un dernier point, agent provocateur. Dans les manifs, il y a une grande palette de gens, et il y en a suffisamment qui peuvent faire de la provocation sans qu'il y ait besoin de faire intervenir des policiers. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il y a des agents provocateurs parmi la police aujourd'hui. Non, mais pour faire le point dessus. Oui, il n'y a pas de... Sur ça, moi, je ne suis pas complotiste du tout. J'ai tout à fait conscience que c'est une sorte de stéréotype autour des forces de l'ordre. C'est juste que ça a existé à un moment donné. Historiquement, on le sait. Hein.
ça a existé notamment chez les anarchistes et que ça s'est ensuite transmis, notamment par le biais de la presse et notamment par le biais, de la presse d'extrême gauche. Et donc c'est un personnage qui est un personnage iconique de l'extrême gauche, de l'agent provocateur. Concernant la question de la confiance, c'est très intéressant parce que donc, je vous ai dit tout à l'heure que toutes les générations diffusent des fausses nouvelles. Et on se rend compte qu'en fait, les anciennes générations, qui sont confrontées aux réseaux sociaux, ou s'ils s'en aillent sur les réseaux sociaux, en tout cas Internet, diffusent aussi de la fausse information. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont 60, 70, 80 ans, ils ont été élevés dans le culte de la presse papier, et dans le culte du respect de la presse papier, et dans le culte de l'information de la presse papier. Et donc quand ils se retrouvent face à une information qui n'est plus de presse papier, mais qui est une information qui est similaire à celle de la presse papier, qui est celle qu'elle va trouver sur Internet, elle est très crédule en fait. Ces générations sont extrêmement crédules. Et sur Facebook par exemple, on se rend compte que la majorité des fausses informations, elles sont diffusées par les plus de 65 ans. Parce qu'en fait, ce sont des générations qui ont été élevées dans le respect de la parole journalistique, le respect du travail du journaliste, et qui, face à des formes qui ressemblent au journalisme, vont relayer ces informations-là. Donc cette notion de confiance, elle est extrêmement importante. Ensuite, ce que vous avez dit, ça reste malgré tout ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a envie de trouver une information qui va dans notre sens et qu'on a envie en fait d'être, alors là on joue aussi sur les émotions, on a envie d'être rassuré. On a envie d'être rassuré nous-mêmes et aussi on a envie d'être rassuré dans notre environnement. Et qu'en fait on fait les bons choix et qu'on va dans le bon sens. Et donc on reste malgré tout ça reste malgré tout un biais. Un biais qui n'est pas conscient, parce qu'il y a des biais, je pense qu'il y a des biais dont on est conscient et d'autres dont on n'est pas du tout conscient. Mais le biais de confirmation, il peut avoir des fois une forme de conscientisation, mais des fois pas du tout. Et votre première question sur la manipulation, là ça porte sur, alors c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé ici, et c'est un sujet sur lequel on a travaillé aussi, et notamment un collègue qui s'appelle Pierre-Yves Bourpère, c'est la question de la dissémination et du circuit de la fausse information. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, la fausse information, elle va être fabriquée de manière un peu soit anecdotique, soit informelle, soit des fois involontairement. Et ensuite, elle va être exploitée. Et c'est cette exploitation, en fait, qui nous intéresse et qui fait partie de la manipulation. Vous voyez, c'est pas à l'origine comment est-ce qu'elle a été créée, parce que parfois, ça peut être quelqu'un qui dit un truc en l'air, vous voyez, pour rigoler, ou qui va dire un truc en l'air sans aucune importance. C'est quelqu'un qui va l'entendre et qui va dire « Ah, moi, je vais exploiter, enfin, soit consciemment, mais aussi soit inconsciemment, je vais utiliser ça à des fins qui vont être pour... » Alors là, ça peut aller depuis... j'ai parlé du pacte de Marrakech. Non, ça peut aller de Macron, à un moment donné. L'extrême droite avait laissé sous-entendre que... il se lavait les mains toujours après avoir serré... Enfin, il y avait une histoire, je ne me souviens plus exactement, mais qu'en fait, il considérait que les gens étaient sales. Et que donc il y avait toute cette... il y avait aussi tout un tas de rumeurs sur son patrimoine qui avait été exploité par Marine Le Pen lors des débats présidentiels. Voyez ? Donc, ce qui est intéressant dans la manipulation, c'est qui en fait, utilise l'information, comment et à quelle fin. Mais à l'intérieur de ça, vous pouvez avoir tout à fait des gens de bonne foi. Un de vos voisins va venir vous dire quelque chose sur votre voisin, c'est un voisin que vous aimez bien, qui vient vous dire quelque chose sur le voisin que vous n'aimez pas trop. Si vous lui faites confiance, eh bien vous allez diffuser l'information à un quatrième voisin. Vous voyez ? Donc, la question de la manipulation, elle est intéressante en cela que des fois elle est consciente, des fois elle est inconsciente, des fois elle est avec une dimension qui est manipulatrice dans le sens politique, des fois non, politique dans le sens politique social ou politicien. Donc ça, en fait, ça regroupe tout un tas de, je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça regroupe tout un tas de phénomènes qui ne sont pas propres à la fabrication elle-même. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi notre cerveau est tellement content des fausses news qu'il nous emmène vers le système de réponse? Alors moi ça c'est pas, je vais être très honnête, moi je suis un chercheur en sciences dites molles, c'est-à-dire en sciences humaines, mais c'est une question physiologique en fait, c'est-à-dire qu'il y a une partie de votre cerveau qui est activée et qui active le plaisir.
Pourquoi? Vous voulez répondre? Mais finissez. Vous pouvez si vous voulez. Je voulais juste compléter pour vous dire qu'on a en résidence une journaliste scientifique qui s'appelle Marie-Catherine Mera, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et elle va animer 3 rencontres. Et si vous êtes là à ce moment-là, vous pouvez lui poser la question et je pense qu'elle pourra y répondre. Et ce sera quand? Elle sera plus à même que moi. Alors, le programme, je ne l'ai pas là sous les yeux. Oui. Alors, la semaine prochaine, elle sera là, donc le 7 février, ce sera l'info et le faux. Et elle fait aussi, je cherchais celui sur les sciences. Voilà, le 21 mars, elle fait la science et les médias par l'horizon. Voilà. Mais donc, ouais, ça renvoie en fait à des zones de votre cerveau qui réagissent au plaisir. Et il y a une forme de plaisir parce que la fausse nouvelle, elle joue beaucoup sur la stigmatisation et la décrédibilisation quand même. Et donc il y a quand même un côté, plaisir dans le fait de stigmatiser, de décrédibiliser celui qu'on n'aime pas. Mais ça renvoie en fait, il faut toujours vous dire que quand on travaille sur les fausses nouvelles, on est toujours confronté à une dimension qui est très manipulable et qu'on peut tout à fait analyser, qui est la dimension factuelle. Et il y a toute une dimension informationnelle, et il y a toute une dimension affective, psychologique, qui là en fait est très difficile parce que ici, je ne sais pas combien on est une trentaine, on est 30 à réagir différemment, à avoir un passé différent, à avoir une manière de réfléchir différente. Et donc là, en fait, c'est l'affect, les émotions qui vont rentrer en ligne de compte. Vous voyez, ça, c'est très très compliqué. Hein. Régulièrement, on pose des questions sur l'alcoolisme aussi, parce que dans mes travaux, et c'est la même chose, j'explique qu'en fait, quand on est 30-40, on a 30-40 raisons différentes de boire. Donc le cerveau, en fait, de chacun, il est différent. Mais ce qui est certain, c'est que ça joue, et l'alcoolisme aussi, ça joue sur la notion de plaisir. Et le plaisir, en fait, il brouille beaucoup. Le plaisir, il brouille énormément tout ce qui est intellect, tout ce qui est rationnel. La rationalité, elle est brouillée par le plaisir. Tout ce que je vous ai expliqué, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, mais tout ce que je vous ai expliqué ici sur les dangers des boissons alcoolisées, c'est brouillé par le fait de boire un coup, il y a le côté plaisir, sensoriel, gustatif, collectif, social, qui va venir brouiller en fait tous les discours de prévention. Pourquoi le discours de prévention ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, il va à l'encontre de votre affect, de vos émotions, de la première fois que vous avez bu un verre avec votre grand-père. Vous voyez? Et donc c'est en fait ce difficile, pour revenir aux fausses nouvelles, c'est ce difficile équilibre, pour essayer de les comprendre, c'est essayer de comprendre le difficile équilibre, enfin du moins l'équilibre qui existe entre l'affect d'un côté et l'intellect de l'autre. Quand vous parlez de plaisir, je pense à le film qu'on a vu, enfin moi j'ai regardé ce film hier soir sur la 5, sur les jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils étaient tout le temps en train de scroller sur les réseaux sociaux, et il y a donc eu, en Amérique, ils ont réagi, les sénateurs ont convoqué justement les 5 bigs, c'est-à-dire entre autres Zuckerberg, qui est le fondateur de tous les réseaux sociaux, Meta, hein. Et on voyait donc tous ces parents qui avaient été vus avec des photos de leurs enfants qui s'étaient suicidés. Et je me dis, le plaisir, quand on en arrive à chercher le suicide et justement à se suicider, ils étaient maso ou ils étaient, je ne sais pas. Non, alors, bon. Déjà, la question du suicide, c'est très complexe. D'accord ? Le suicide, c'est multifactoriel. D'accord ? Essayez de vous en rappeler la prochaine fois où dans les médias, vous entendez telle personne s'est suicidée pour telle raison. D'accord ? Le suicide, c'est multifactoriel. Ça, la psychanalyse le montre très très bien. Ok ? Maintenant, pour répondre à votre question, les réseaux sociaux, ils jouent aussi sur votre cerveau par des modalités qui sont des modalités quasi physiques. C'est-à-dire que le fait de descendre, donc on dit de scroller, d'accord ? Ça entraîne ce qu'on appelle la dopamine. Donc qui, elle aussi, renvoie au plaisir.
Et cette dopamine, en fait, elle est aussi, enfin du moins le fait de scroller, c'est aussi lié à la couleur de votre écran. L'écran bleu, il a été montré que les écrans bleus, en fait, jouaient aussi sur votre dopamine. Donc, il y a un phénomène qui se développe qui est l'addiction. Okay, et là, quand vous travaillez sur toutes les addictions, moi j'ai travaillé sur les addictions alimentaires et les addictions poissons, quand vous rencontrez des gens qui ont été soit alcooliques, soit qui ont eu des problèmes alimentaires et qui ensuite acceptent d'en parler, ils vous expliquent tous qu'à l'origine, il y a le plaisir. Et c'est cette recherche infinie, continuelle du plaisir qui fait tomber dans l'addiction, qui fait tomber dans la dépendance et qui va faire entrer dans un cercle vicieux. Voilà. Donc après, pour en sortir, malheureusement, des personnes trouvent la mauvaise solution. Parce qu'on ne règle pas un problème qui, malgré tout, est temporaire. J'espère que ça sera entendu. On ne règle jamais un problème temporaire par une solution définitive. Or, les addictions, malgré tout ce qu'on peut, on sait que c'est difficile. Ça reste un problème qui est un problème temporaire, dont on peut sortir. Donc, pour vous répondre, j'ai pas vu l'émission, hein, mais il y a très certainement des failles qui sont des failles psychologiques à l'origine, potentiellement, mais comme on en a tous, et ces personnes ont trouvé, pour répondre à ces failles psychologiques, pour répondre à un manque, pour répondre à un besoin, cette consommation qui est une consommation déraisonnée des réseaux sociaux. Après, savoir ce qui fait passer à l'acte, là on est dans des sujets que je ne maîtrise pas du tout. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, non? J'ai répondu à votre question, ça allait? Oui, oui. Et, Ok. Il y a une dernière question? Qu'on ne finisse pas sur ça? Ok, super. Finalement, la désinformation, elle est plutôt le fait du personnel politique, quand on regarde bien. Un exemple simplement pour mettre une pointe d'humour. On est un certain nombre ici à avoir connu Tchernobyl. On nous a expliqué à l'époque d'une façon très officielle qu'on ne craignait rien en France. Ça, c'était arrivé. Ah, Tchernobyl. J'ai pas entendu Tchernobyl, pardon. Tchernobyl. Oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai connu. Voilà. On nous a expliqué. C'est faux, ça. Ah non, je sais. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est ce qu'on avait Le fait professeur Pellera j'avais dit ça, on a troqué sa citation. Oui, non, mais allez, excusez-moi, allez-y, monsieur. Oui, non, mais c'est tout. Donc, Oui. c'est le personnel politique, de gauche comme de droite d'ailleurs, En l'occurrence, qui là, exploite ça. en l'occurrence, Tchernobyl, c'est un mauvais exemple, parce que Tchernobyl, c'est la télé. En fait, c'est une émission, c'est un reportage, je ne sais plus si c'est France 2, à l'époque Antenne 2 ou TF1, qui avait expliqué que le nuage, il n'a jamais été dit, comme on l'a caricaturé ensuite, qu'il s'était arrêté aux frontières. Mais on avait expliqué que la France était protégée par des... Mais c'est un personnel politique, je ne dirais pas son nom, mais à son nom, qui l'a affirmé. Non, mais qu'après ça a été repris. Chirac. Qu'après ça a été repris, que c'était exploité. Bon, moi je crois que, bien évidemment que le personnel, que les politiques, pour des raisons qui sont des raisons politiciennes, d'accord, et là, de tous les partis, de tous les côtés, que ce soit les extrêmes, le centre, les partis traditionnels, tous, en fait, exploitent l'information, on va dire, dans un but qui est un but de contrôler l'opinion publique. Parce que le politicien, qu'est-ce qu'il veut? C'est être élu. Donc il faut convaincre. Et le pouvoir de conviction, il passe par une présentation des faits, au mieux, une présentation des faits qui est orientée. Et dans le pire des cas, le mensonge. D'accord? On va sortir de la France, hein. On a l'exemple de Trump. Bon. Trump, son premier mandat, il était déjà assez intéressant en ce sens-là. Mais le dernier, là, ça dépasse l'entendement. Ce qu'il raconte, ça dépasse l'entendement. Parce qu'on est dans le mensonge pur et dur. L'histoire qu'il raconte, par exemple, sur les médicaments qu'on paye en France et qu'il a eu Macron au téléphone, vous avez entendu cette histoire? Il le répète sans cesse. Tous les 2 ou 3 jours, il explique qu'il a eu Macron au téléphone et que Macron lui a dit que Trump lui a dit tes médicaments ne sont pas assez chers en France, il faut que tu les augmentes. Et que Macron lui a dit ok, on va multiplier par 2 comme tu nous demandes de le faire. Il dit ça devant tout le monde, sans vergogne. Donc là, on est dans... j'ai un collègue historien qui a travaillé sur
sur un autre président des États-Unis qui est un président qui était atteint de troubles psychiatriques et qui fait très souvent des rapprochements. Après, moi je ne suis pas un spécialiste et c'est difficile de juger à distance, mais il faut se poser des questions sur son équilibre mental en fait. Il a dit qu'il allait très bien. Non, lui il a dit qu'il allait très bien, mais quand même. Vous ne le croyez pas? En tout cas, je sais pas, je suis filmé alors je vais bien retourner aux États-Unis un jour. Donc, J'ai entendu que vous aviez beaucoup parlé de Trump, mais de l'autre côté, on a Poutine qui oui, bien sûr, bien est sûr. très très bien, Oui, très fort. oui. Alors moi, ce que je ne suis pas beaucoup réseau social et je m'en félicite. Mais par contre, j'ai quand même attrapé un truc, c'était sur Arte, je crois. Il y avait un petit truc là. C'était sur le fait que Macron était en train de se fabriquer un bunker. Donc ça, c'était envoyé par les Russes. Non, mais les Russes, alors là, il faut lire David Colomb. David Colomb a beaucoup travaillé sur l'influence russe en Occident. Et donc les Russes, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que les usines à troll, elles étaient surtout dans l'Asie du Sud-Est, ce qui est vrai, mais la plupart, elles sont à la fois financées et comment dire, impulsées par la Russie. La Russie s'est fait une spécialité de l'infiltration. Mais alors ça, par contre, je ne vais pas le défendre, mais c'est pas propre à Poutine. C'est propre à la Russie. C'est-à-dire que la Russie a toujours eu des velléités de diffusion et de diffusion d'informations dans le but d'orienter et de contrôler l'opinion publique dans le monde occidental, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Une longue histoire derrière, c'est ça. Les soviétiques aussi. Mais c'est ce que je dis. Katyn. Mais je sais, mais quand je dis... Katyn. Oui, non mais 45 ans de mensonges. Non mais où l'Itchenkisme, qui est en fait une biologie, enfin une science biologique qui n'a jamais existé, qui en fait voulait s'opposer à la biologie bourgeoise, donc ils ont inventé une biologie avec de nouvelles règles. C'est fascinant quand on... Non, les Russes, de toute façon je vous ai montré tout à l'heure les protocoles des sages de Sion, c'est la Russie en fait qui veut justifier et qui veut influencer, et particulièrement en France où il y a eu l'affaire Dreyfus. Le protocole des sages de Sion, c'est 10 ans après l'affaire Dreyfus. Hein. Dreyfus n'a pas encore été réhabilité quand ça sort. Hein. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait elle a toujours existé. Là notre gros problème c'est qu'on... Le problème, c'est qu'on est complètement submergé en fait, par les fausses informations. Et qu'on n'arrive pas, même moi, on n'arrive pas à faire la part du vrai et du faux. Quoi. Moi, ça m'arrive régulièrement sur les réseaux sociaux de relayer des trucs où on me dit après, mais ça, c'est pas vrai. Quoi. Enfin, régulièrement, non, mais de temps en temps, parce que j'essaie de faire attention. L'un des problèmes, c'est sur Internet notamment, quand on va sur les réseaux comme Twitter, c'est la multiplicité des informations, la rapidité. Oui. Donc, peu de gens, je pense, vont aux sources. C'est-à-dire qu'on a tendance des fois à retweeter des choses sans vérifier qu'en réalité, la personne qui les tweet, soit elle a morcelé l'information, elle l'a coupée en petits morceaux, elle l'a sortie du contexte, elle rebalance des photos d'il y a des fois 7-8 ans, en disant que ça s'était vu. J'ai vu des cas de manifestations où ils disaient c'est des manifestations qui sont déroulées à Israël, par exemple, alors que c'était des photos qui venaient de pays. Et ça, c'est une chose qui fait... Mais ça, c'est pareil, ça a toujours existé. Hein. On a des photos de Staline où il marche avec, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo, il marche avec son chef de la police politique, hein, et quand le chef de la police politique est assassiné, sous les ordres exécutés, en fait, la photo, elle est retouchée pour que Staline, en fait, il continue à marcher et que l'autre, il a disparu. Même chose avec les photos où on le voyait avec Trotsky pendant la révolution russe en 1917. Mais c'est la facilité aujourd'hui de le faire. Et alors aujourd'hui, exactement. Les outils techniques. Exactement. Moi, si aujourd'hui, il n'y a plus d'outils. Un film, on coupe un morceau d'une allocution, oui, on enlève ce qui ne nous plaît pas, on remet autre chose à côté. Mais ça, vous pouviez le faire il y a 10 ou 15 ans aussi. Là, vraiment, aujourd'hui, ce qui est encore plus facile, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez sur un logiciel d'intelligence artificielle, vous lui demandez, et encore, si vous ne payez pas, ça va... Par exemple, vous prenez Imagine qui est fait par Grok, vous pouvez travailler une photo d'aujourd'hui, de votre famille, on peut le faire n'importe quoi. Ça peut poser des problèmes, ne serait-ce qu'en termes de succession, en termes de succession, de relations familiales. C'est ça qui est dingue.
Non, c'est un vrai problème. Après, non, on ne pourra pas l'arrêter. Ce qu'il faut, c'est effectivement arriver à encadrer. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à encadrer. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit dans une période malheureusement propice. Parce qu'en fait, il faut s'entendre au niveau national, au niveau mondial. Et là, en ce moment, ben oui, c'est l'inverse parce qu'on a des leaders qui sont des leaders qui sont radicaux. Voilà. Mais moi j'ai très peur de l'IA. Mais tout le monde a peur. Et encore, je pense que vous avez très peur des conséquences sociales, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur professionnellement aussi. Parce qu'ils sont en train de remplacer les doubleurs, ils sont en train de remplacer... Aujourd'hui, tout à l'heure j'ai parlé de Netflix, si vous allez sur Canal ou Netflix et que vous regardez les films en sous-titrage, aujourd'hui c'est quasiment que... Alors qu'avant c'était des personnes physiques qui le faisaient. Ah non, alors ça, l'IA, elle a de gros problèmes, notamment ce qu'on appelle les hallucinations. C'est, vous savez, les personnes avec 6 doigts ou les phrases qui sont fausses. Voilà. Donc, on s'arrête là. Merci à vous.